Retour sur l'étape Sarreguemines Beach du Saarland Trofeo. 144 cyclistes de 19 nationalités se sont élancés de la cité faïencière pour un périple de 112 km avec des boucles dans le pays de Beach et une arrivée en haut des pavés de la citadelle de Beach devant de nombreux spectateurs. Dernier vote avant les élections sénatoriales le 24 septembre prochain par le Collège des grands électeurs. Les conseillers municipaux se sont réunis vendredi pour élire leurs suppléants, exemple à Sarreguemines et à Beach. Les candidats commencent à se faire connaître pour les élections sénatoriales. En Moselle, une grande incertitude plane autour du siège que Jean-Marc Todeschini ne briguera pas une nouvelle fois. Union ou division, la gauche peaufine sa liste qui devrait être menée par Michael Weber, premier secrétaire du Parti socialiste en Moselle. Un jardin pédagogique pour les enfants du périscolaire de Wolminster. Il vient d'être inauguré. Les enfants pourront bientôt y faire leur première récolte de fraises, légumes, plantes aromatiques et même fleurs comestibles. 10 élèves de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle à Sarreguemines ont décroché le DSD. Le Deutsches Sprachdiplom est le seul examen allemand langue étrangère. Il leur a été remis par le consul d'Allemagne à Strasbourg et leur ouvre la porte de l'Allemagne pour y continuer leurs études ou pour y travailler. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après un retour sur l'actu du week-end, on fera la part belle à l'actualité sportive avec David. Oui, Julia, beaucoup de foot aujourd'hui avec les dernières journées des championnats départementaux et régionaux. On parlera aussi de course à pied, de boxe, de gym, de volley. Le programme est très riche. Eh ben, tu vas nous le démontrer en images tout à l'heure. Et on commence d'ailleurs avec des images de sport. Il a fait beau et chaud vendredi après-midi pour l'étape française du LVM Saarland Trofeo. Les 144 cyclistes de 19 nationalités différentes sont partis de Sarreguemines pour arriver à la citadelle de Beach. Et cette année, c'était la première fois que le départ et l'arrivée se sont déroulés en France. En attendant le peloton à l'arrivée, la communauté de communes du Pays de Beach avait organisé des animations pour le public. Reportage d'Emilia Zell et Jules Lefébure. Beaucoup de sueur et parfois aussi de sang ont été versés vendredi. Avant le départ de la course cycliste du LVM Saarland Trofeo, les 24 équipes internationales sont présentées. Le départ de la course est donné à 17 h devant l'hôtel de ville de Sarreguemines. Après plusieurs années d'absence, le départ de la course est de retour dans la commune. C'est assez impressionnant d'avoir les meilleurs jeunes, 17-18 ans de chaque nation à Sarreguemines. On peut se dire que dans quelques années, ils vont peut-être concourir pour le Tour de France. Et ça a été le cas par le passé. Certains jeunes, on a retrouvé au Tour de France. Et bon, ça met de l'ambiance, ça met de la vie au centre-ville à Sarreguemines. Le public était là pour soutenir les cyclistes français. Bon écoutez, moi je vais suivre le champion de France. Voilà, j'ai misé un peu sur lui. En fait, on a les équipes françaises, AG2R, on a Bourgogne-Franche-Comté, on a la région Grand Est, enfin, et l'équipe de France, donc ça... On est un peu chauvin, quoi, c'est normal. Je pense qu'il y a beaucoup de niveaux, il y a des grosses équipes françaises et internationales, donc je pense que pour nos représentants du Grand Est, ça va être un peu difficile, mais voilà, on est venu les encourager, puis on espère qu'ils feront au mieux. Le peloton est notamment passé par Bliesschweyen, Bliesbrück, Niedergeilbach, par la station de gaz d'Obergeilbach, Urbach ou encore Schorbach. Avant la ligne d'arrivée à Beach, les coureurs ont réalisé 3 boucles. Ils ont pris la rue du stade à Beach pour remonter la rue pavée menant à la citadelle. Puis ils sont redescendus pour passer devant la gendarmerie et la gare. Ils ont emprunté la difficile montée de la Rosselle, puis ont pris la direction de Schorbach pour revenir à Beach et finir la course au parking de la citadelle. C'est le Français Mathis Grisel qui a remporté l'étape, suivi de la Slovénie avec Zach Herzen et Oscar Chamberlain pour l'Australie. Pour la communauté de communes du Pays de Beach, c'était un événement important. Ça représente pour la communauté de communes une action de communication, une action de médiation, de l'organisation autour d'événementiels qui permettent aussi au Pays de Beach de se faire connaître et puis à la population de passer un moment agréable autour du sport. Sur le parking de la citadelle, des animations étaient proposées au public toute l'après-midi. Il y avait un atelier maquillage et des jeux de plein air pour les enfants, des initiations au tir à la sarbacane et au tir au laser, et un concessionnaire de vélos électriques était présent. À l'issue de la course, le groupe Mouric a donné un concert. Postés près de la ligne d'arrivée, les spectateurs ont assisté au passage des coureurs lors des 3 boucles de Beach à Schorbach, ainsi qu'au sprint final. Sur le parking de la citadelle de Beach, un écran géant leur a permis de suivre la course en vidéo durant toute l'étape. À l'issue de la course, nous avons voulu savoir ce qu'en avait pensé le public. Certains étaient présents au départ et à l'arrivée. Emilia Zell a recueilli les réactions des spectateurs.
C'est une course très intéressante, on ressent qu'il y a du niveau international, avec des coureurs de renom au niveau international, donc, et on sent que c'est vraiment une course très disputée également, très importante pour ce niveau des coureurs juniors. Ah ouais, absolument, oui, c'était fantastique. Je fais un petit peu de vélo à mon niveau, pas grand chose, mais quand je vois les courses, les montées qu'ils ont pu faire, les vitesses horaires, c'est des trucs de folie, quoi. En vrai, c'était... Je sais pas, parce que j'étais hyper heureux que le Français il était en première place sur le podium. Du coup, je suis hyper heureux. Une course magnifiquement organisée, une très grande course internationale. On est allé à la côte de Niedergailbach, ça passait à fond les gamelles. On a fait la côte à la sortie de beach, de la Rosselle. Incroyable, un rythme effréné. C'est vraiment des jeunes, c'est l'avenir du cyclisme international, quoi. Ah, franchement, tip top. Ça fait 3 ans qu'on la suit, qu'on vient. On est de beach, donc on se place à l'arrivée ou au départ. Et franchement, c'est juste magnifique. Et on reparlera largement de sport dans quelques minutes avec David. On s'intéresse d'abord à la politique avec un focus sur les élections sénatoriales. Elles n'auront lieu que dans quelques mois, le 24 septembre. Mais les délégués des conseils municipaux, qui font partie des grands électeurs, devaient élire vendredi dernier leurs suppléants. À Sarreguemines, ils sont au nombre de 9. Un vote à bulletin secret a eu lieu entre 2 listes, celle du groupe majoritaire, Sarreguemines à cœur battant, et Sarreguemines pour demain. Explication dans ce reportage de Jules Lefébure. C'est un conseil municipal un peu particulier qui a eu lieu vendredi soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines. À l'ordre du jour, l'élection des suppléants des délégués du conseil municipal en vue des élections sénatoriales qui auront lieu en septembre prochain. Pour celle-ci, le collège électoral est constitué des grands électeurs dont les députés, les conseillers départementaux ou encore bien sûr les délégués des conseils municipaux. Sarreguemines étant une ville de plus de 9000 habitants, tout conseiller municipal est de facto délégué de droit. Ils étaient donc réunis pour élire leurs suppléants en cas d'absence à la date du scrutin. À l'issue d'un vote à bulletin secret, ce sont les 9 suppléants de la liste du groupe majoritaire Sarreguemines à cœur battant qui ont été désignés par les élus. Ce vote pour l'élection des sénateurs s'est aussi déroulé du côté de la ville de Bitche. La différence par rapport à Sarreguemines, c'est que cette commune compte moins de 9000 habitants. Un vote a donc été effectué durant ce conseil avec 2 listes qui ont été présentées, celle de l'équipe de Benoît Kieffer et une seconde constituée des membres de l'opposition. Résultat, sur 27 suffrages exprimés, 20 pour la liste de Benoît Kieffer et 7 pour la liste de l'opposition. En fonction de ce résultat, un certain nombre de délégués et de suppléants ont été désignés sur les 2 listes, 11 délégués et 4 suppléants de la première liste et 4 délégués ainsi qu'un suppléant sur la deuxième liste. Depuis vendredi, on connaît donc les suppléants, en plus des grands électeurs, mais qu'en est-il des candidats? Des têtes de liste se dévoilent petit à petit en Moselle. Déjà candidate aux législatives, Anne Boucher sera la chef de file du parti Horizon. Christine Herzog, sénatrice sortante, a annoncé sa candidature, sans étiquette. À gauche, le sénateur sortant Jean-Marc Todeschini ne brigue pas un nouveau mandat. Les tractations vont bon train. Derrière Michael Weber, tête de liste PS en Moselle, quels partis seront rassemblés avec la gauche unie? Le PCF et les Verts tentent de négocier l'ordre de la liste pour récupérer le futur siège vacant de la gauche au Sénat. On fait le point avec Jonathan Vaucher. En Moselle, la place de Jean-Marc Todeschini est à pourvoir et le PS appelle à l'union. Investi par les socialistes, le conseiller régional Michael Weber sera tête de liste à gauche. En coulisses, les négociations continuent. Il y a deux questions. Il y a effectivement la question qui est celle des partenaires comme le Parti communiste, effectivement les écologistes et d'autres partis. Vous avez cité Génération et d'autres qui effectivement eux aussi souhaitent discuter avec nous de ce rassemblement. Mais je rappelle aussi qu'il y a une question territoriale. Il faut aussi que cette représentation représente le territoire mosellan. Toute cette composition, cette alchimie, elle est compliquée parce que finalement il n'y a que j'allais dire 7 places sur cette liste. Avec Génération, le PC ou encore les Verts, c'est le casse-tête qui se présente. À la deuxième place, on pourrait retrouver la communiste conseillère de l'opposition à Metz, Danielle Bory. L'ancien sénateur Patrick Abat est un poids lourd qui veut se faire entendre. Les communistes de Moselle ont leur liste à la disposition d'un rassemblement des forces de gauche. Oui, effectivement, on peut imaginer que les communistes en deuxième position sont à leur place dans un rassemblement de gauche. Ce que je sais, c'est que les élus communistes et républicains en Moselle ont un tissu dans le territoire ancré, ont une histoire et aussi donc un avenir.
Il n'y a pas d'efficacité si cette représentation n'est pas juste et n'est pas conforme à la réalité. Sur la liste écolo, Eliane Romani était aussi évoquée à la 2e place, mais les Verts se veulent conciliants. Nous estimons qu'il faut prendre en compte les équilibres locaux, les équilibres régionaux. On a différents candidats, différentes personnalités qui peuvent fédérer autour d'elle. Je pense bien entendu à Eliane Romani, présidente du groupe Les Écologistes au Conseil régional du Grand Est. Je pense à quelqu'un aussi, un militant écologiste et élu local comme Pascal Landragin. Les écologistes ne sont pas forcément, effectivement, les chefs de file et les têtes de liste d'une liste d'union de la gauche. Sans accord, d'autres listes des partis de la coalition NUPES pourraient émerger. Dans les rangs du PS, on craint de perdre la seule place de gauche au profit du RN en cas de désunion. Et réponse dans quelques semaines pour les candidats et en septembre au niveau des résultats de l'élection. Au périscolaire de Wolminster, les enfants vont bientôt pouvoir cueillir leurs premières fraises. Ce sont eux qui ont planté les fruits, légumes, fleurs et plantes aromatiques. Tous les pots sont placés sur la terrasse du périscolaire. La directrice a voulu créer ce jardin pédagogique pour permettre aux enfants de comprendre comment s'occuper des plantes. Et vendredi, c'était l'inauguration de ce jardin sur terrasse. Emilia Zeli a assisté. Ils ont choisi un ruban fleuri fait maison pour l'inauguration du jardin pédagogique. C'était vendredi après-midi au périscolaire de Wolminster. La directrice a rapidement expliqué le projet de création de ce jardin. Quelques enfants, des parents, une adjointe à la mairie de Schweyen et le maire de Wolminster ont assisté au coupé de ruban. Le périscolaire La Cantine accueille des enfants de 3 à 11 ans. Le jardin pédagogique est placé sur la terrasse. Les mini-jardiniers ont planté des fraises, des plantes aromatiques, des fleurs classiques, des fleurs comestibles, des haricots, des radis et des tomates. Les objectifs sont d'aménager la terrasse pour avoir un lieu agréable et d'apprendre aux enfants comment s'occuper d'une plante pour qu'elle pousse. Après un petit goûter, les enfants ont pu participer à un atelier dessin avec de l'encre végétale. Couleurs primaires et secondaires ont permis aux enfants de laisser libre cours à leur créativité. Vendredi matin a eu lieu la remise des diplômes du Deutsches Sprachdiplom à l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle de Sarreguemines. Les élèves de terminale ont récupéré fièrement leur certificat. Reportage signé Lucie Cogniel et Morane Grandcola. Un diplôme qui offre de nouvelles opportunités. Place à la certification du DSD2. Ce vendredi, des diplômes du Deutsches Sprachdiplom der Kulturministerkonferenz niveau 2 ont été remis à 10 élèves de l'Institut Sainte-Chrétienne de Sarreguemines. Stéphane Deur, consul d'Allemagne à Strasbourg, a décerné les diplômes aux lauréats. Les élèves de terminale suivent une formation de préparation à l'examen depuis la seconde. La certification leur donne la possibilité d'aller étudier ou travailler dans un pays germanophone dans le futur. Décerné par la République fédérale d'Allemagne, c'est le seul examen allemand langue étrangère proposé dans le monde entier. Le succès de cet examen contribue à la réussite de la coopération et de l'entente franco-allemande, mais aussi à renforcer les liens de cette amitié. Dans un instant, place au sport avec David, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. La semaine qui commence s'annonce radieuse et a déjà bien démarré. On va continuer avec un soleil toujours aussi présent pour demain. Côté température, les minimales iront de 14 à 16 degrés et les maximales de 27 à 29 degrés. Demain nous fêtons les Antoine et il fera jour de 5h30 à 21h40. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Du 30 juin au 2 juillet, vivez un week-end de fête à Sarreguemines à l'occasion des 30 ans du Grand Festival des Arts de la Rue de la Saint-Paul. Près d'une vingtaine de compagnies et plus de 100 artistes pour des festivités sous le signe du rire et de l'émotion. Vendredi 30 juin dès 18h, inauguration en musique et échassier dans les rues du centre-ville. Grand spectacle symphonie par la compagnie d'Hébrahu-Belzac le samedi soir dès 23h. Des animations, des spectacles, un marché d'artisans potiers et des concerts à découvrir. Programme complet sur saintpaul.sarreguemines.fr.
Que ce soit en maison ou en appartement, le volume de vos déchets reste identique. C'est uniquement la manière de trier qui évolue. Au final, c'est un simple transfert de mes déchets recyclables. Tout ce que je mettais avant dans des sacs, je les ramène maintenant dans des bornes d'apport. Les déchets peuvent être amenés aux bornes à tout moment, tout en respectant le voisinage, bien entendu. Vous êtes libre de vider vos sacs au rythme qui vous convient, par exemple lorsque vous partez faire vos courses. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Bricoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation. Disponibles immédiatement en libre service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Bricoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. La saison culturelle bat son plein au Pays de Beach. Rendez-vous samedi 17 juin pour du théâtre de boulevard. Ciel, ma belle-mère. Un fait d'eau méconnu, jouissif et délirant avec David Martin. Le roi des vins est à Stirin-Vendel. Faites votre choix parmi plus de 3500 références de vins. Une large gamme d'alcool et de spiritueux. Et des idées cadeaux pour toutes les occasions. Nouveau, la cloche. Faites-vous plaisir avec une grande variété de fromages d'une provenance 100% artisanale. Le roi des vins à Stirin-Vendel, le temple des gourmands et des gourmets. Ravi de vous retrouver dans le cadre pour une nouvelle émission. Cette semaine, je reçois une artiste multi-instrumentiste qui nous vient de Metz. Cette fois, elle est venue accompagnée de sa guitare. Elle a 24 ans et elle s'appelle Aurélia. Pire qu'une tempête, un ouragan, c'est assez flagrant, ce sentiment, comme si c'était évident, si simple et en même temps, ça grimpe toujours autant. Laissez-moi dans mes tourments, je m'en sortirai seule cette fois. Alors pour découvrir tout ça, rendez-vous mardi sur Mosaïque Cristal. Ne manquez surtout pas le rendez-vous. Comme chaque lundi, il est dans les starting blocks pour l'émission Plus de Sport, c'est David Orès. Pas de minima, mais une médaille d'argent. Ce week-end, Michel Munch a décroché le titre de vice-champion de France du 5000 mètres lors des championnats de France élite handisport à Saint-Étienne. Une deuxième place obtenue grâce à un chrono de 17 minutes et 1 seconde. Un résultat certes moins bon qu'au meeting de Talence où il avait inscrit son record de 16 minutes et 44 secondes, mais une très bonne performance tout de même puisqu'il n'a pas couru avec son guide habituel, Mathieu Leroux. Pour la première fois en compétition, Michel Munch courait avec son deuxième binôme, Romain Discher. Un résultat très encourageant pour la suite, sachant que le champion de France Nicolas Ramon a terminé avec un chrono de 18 minutes 32. Étant d'une autre catégorie handisport que celle de Michel Munch, il a cumulé davantage de points sur la table de cotation et termine premier. Malgré cette médaille d'argent, le duo Munch-Discher n'a pas réussi à atteindre le minima de 16 minutes 27 pour se qualifier directement au Mondiaux de Paris cet été. L'athlète de haut niveau sarregueminois est donc encore dans l'attente d'une éventuelle sélection au championnat du monde de Charletti du 8 au 17 juillet prochain. Il n'y a pas que les performances immédiates, il faut aussi de la patience et c'est un peu la même chose pour un autre champion de l'ASSA, Jan Schrub. Oui, Jan Schrub qui a également couru un 5000 mètres, le meeting Fast 5000 de Montesson. C'était samedi soir. Après avoir établi un nouveau record personnel de 13 minutes et 11 secondes au meeting d'Ordegem en Belgique, l'objectif de l'athlète de haut niveau était d'atteindre le minima de 13 minutes et 7 secondes pour se qualifier également directement au championnat du monde de Budapest cet été, un mondial auquel il participera déjà en courant le 10 000 mètres. Malheureusement, Jan Schrub n'a pas atteint son objectif. Il a terminé 7e de la course en 13 minutes et 14 secondes.
secondes. Un très bon chrono, malheureusement insuffisant pour battre son précédent record et atteindre le minima souhaité. Une déception pour le champion, mais c'est comme ça, il ne peut pas performer à chaque fois. C'est le Kenyan Levi Kibé qui a remporté la course en 13 minutes 4. Désormais, le sort de Jan Schrub dépend du ranking global, un classement établi à partir des performances réalisées lors de ses 3 dernières courses. Sont concernés les 2 5000 dont on vient de parler et sa première place aux 3000 mètres du meeting Athlelor de Metz en février dernier. Pour se qualifier aux mondiaux de Budapest, Jan Schrub devra probablement encore courir les championnats de France élite prévus fin juillet à Albi. Et donc on croise les doigts pour la suite et on continuera de suivre ses résultats, ses performances. Idem d'ailleurs du côté de Michel Munch aussi, tu auras l'occasion de nous en reparler. Mais pour le moment, place au foot. Le foot avec la dernière journée des championnats régionaux et départementaux. On démarre avec le SFC qui a terminé la saison par une défaite 3-0 à domicile face à Gandrange. Un match également perdu 5-0 à l'aller. Pourtant Gandrange est derrière les Sarregueminois au classement. Ce résultat prive le SFC d'un éventuel podium. Alors que s'est-il passé lors de cette dernière journée? La réponse dans ce résumé. De retour ici au stade de la Blise pour cette ultime journée de championnat de Régional 1 Nomiris. Sarreguemines s'est malheureusement incliné lourdement aujourd'hui, 3-0 face à l'entente sportive de Gandrange. Un match dont je vous propose de revoir tout de suite les moments forts. Une première mi-temps qui avait bien démarré du côté du SFC. On avait une équipe de Sarreguemines qui était volontaire et qui a tout de suite essayé de se montrer dangereuse, avec notamment cette bonne frappe d'Adama Mbaye qui oblige le gardien de Gandrange à la parade. Le bon pressing qui continue pour les Sarregueminois. Mohamed Boutargui qui trouve le jeune Romain Toriello, mais qui s'excente un peu trop. Il ne réussit pas à redresser la course de son ballon. Ça continue du côté du SFC. Adel Gendez sur le côté droit. Grosse activité du capitaine sarregueminois aujourd'hui. Le centre vicieux qui oblige Ange Codion à la parade. On n'aura vu que du bleu dans cette première période. La percée de Cécile Stephenson qui va trouver Adama Mbaye dont la frappe va être stoppée par le gardien de Gandrange qui aura fait une excellente première mi-temps. Et ça continue du côté du SFC avec ce long ballon. Adama Mbaye qui a des solutions mais qui joue mal le coup, le numéro 10 sarregueminois. Et le bon pressing là de Mohamed Boutargui qui parvient à récupérer ce ballon, qui s'enfonce dans la défense de Gandrange, mais son dribble ne permet pas de se procurer une autre situation. Mohamed Boutargui, le centre pied gauche, Adama Mbaye qui rate sa reprise de volée et derrière Romain Toriello qui ne parvient pas à trouver le cadre. Gandrange qui termine mieux la première mi-temps en se procurant quelques situations, notamment celle-ci. La frappe de Dylan Olivieri oblige Pierre-Robert Roser à la parade. Je vous l'avais dit, on avait vu pratiquement que du bleu en première période. Et bien en seconde mi-temps, on n'aura vu que du gris. Et ça commence tout de suite avec cette action. Romain Sabater qui est persuadé qu'il y a une faute sur lui. En temps bon, il prend le ballon de la main. Penalty que transforme Dylan Olivieri. 1-0 pour Gandrange. On s'attendait à une réaction des joueurs de Sarreguemines. Elle n'aura pas eu lieu. Et c'est Gandrange qui se montre une nouvelle fois dangereux, avec ce bon jeu sur le côté droit. Le centre, la belle parade de Pierre-Robert Roser, mais en deuxième ballon, eh bien c'est le capitaine Teddy Bernardo qui vient porter la marque à 2-0. Mi-temps compliqué, après-midi difficile pour les Bleus du SFC. Là, le ballon qui est perdu par Yanis Hadj et le contre fulgurant des joueurs de Gandrange qui sont en supériorité numérique sur cette situation. Plusieurs solutions s'offrent à l'attaquant qui décide d'y aller seul et qui vient battre Pierre-Robert Roser. 3-0. Sarreguemines aura tenté de réagir un peu trop timidement. Le bon centre de William Djogou vers Isma Furno, mais le joueur de Sarreguemines ne parvient pas à cadrer son ballon. Voilà une après-midi difficile pour les joueurs du SFC.
C'est ainsi que s'achève cette saison 2022-2023 avec cette défaite. En tout cas, moi je vous souhaite à tous de passer déjà de bonnes vacances. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis tout au long de cette saison. Et à très bientôt sur Mosaïque Cristal. Vive le SFC! Salut! Salut Xavier et merci. Comme tu l'as dit, c'est sur ce résultat que s'achève la saison des faïenciers. Une saison en dents de scie pour le SFC. On écoute tout de suite l'interview d'après-match du coach Jamel Ferjani. Sarreguemines qui s'est incliné sur le score de 3-0 face à Gandrange. Avec moi, c'est Jamel Ferjani. Jamel, un premier mot sur cette rencontre? Beaucoup de déception parce que le club avait fait en sorte de faire bien les choses. Il y avait des supporters, il y avait des partenaires et dernier match de la saison, on voulait finir par une bonne note. Malheureusement, il nous a manqué pas mal d'énergie et aussi certaines qualités techniques qui à ce niveau-là nous font défaut actuellement. Alors on va mettre un peu ce match de côté. Il y aura eu des très bons moments durant cette saison au Sarreguemines Football Club, club que tu as découvert en cours de saison. Il y a eu des moments plus difficiles. Quel est ton regard globalement sur la saison du SFC? C'est une saison contrastée, avec la capacité de pouvoir faire des très gros matchs, mais aussi la capacité de passer à côté, comme ce fut le cas aujourd'hui, avec un effectif réduit quantitativement, très hétérogène, des joueurs qui ont un niveau de National 3 et puis d'autres qui découvrent la R1, qui ont joué qu'une année en R3. Donc voilà, et à partir du moment où on a été touché un petit peu sur des blessures ou des suspensions, ça a directement eu un effet immédiat sur le terrain. Et ça nous a obligés à tirer beaucoup sur un certain nombre de joueurs qui aujourd'hui sont vraiment fatigués physiquement et moralement. Ce dernier match était aussi l'occasion de dresser un bilan de fin de saison. C'est avec le président du SFC, Rudi Keller. Regardez. Est-ce que tu pourrais nous dresser un bilan de cette saison? Disons que c'est une saison qui s'achève, qui était très difficile. On a eu énormément de choses à faire, beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Et quand on regarde en arrière, moi personnellement, je suis content que ça se termine. Très content que ça se termine et que ça finisse comme ça, parce que finalement, le gros point positif, c'est qu'on risque, en gagnant aujourd'hui, de finir sur le podium, chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Le 22 septembre, quand on s'était retrouvé en début de saison avec les 4 premiers matchs joués, aucune victoire, une défaite cinglante d'entrée, 5-0 contre cet adversaire Gandrange. Voilà, et ça fait que si à l'arrivée, et c'est vraiment notre objectif aujourd'hui, de finir sur le podium, on pourrait dire que la saison aura été positive. Par contre, il y a eu énormément de choses qui n'étaient pas prévues. Pas prévu du tout. Alors je jette la pierre à personne. C'est simplement que le Sarreguemines Football Club n'allait pas bien. Et aujourd'hui on comprend pourquoi, parce qu'il y a carrément tout qui est à refaire, à rebâtir. Au niveau des points négatifs, on manque de force vive. Les gens qui sont présents, ils font ce qu'ils peuvent, mais malheureusement on manque de bénévoles. Au niveau de la catégorie jeune, on a mis beaucoup d'ordre, mais ça ne suffit pas encore, parce qu'on doit encore progresser. Et ensuite, il faudra être patient pour avoir des résultats. Après, quand on prend le championnat qu'on voit, on est tombé dans un groupe très très difficile, avec beaucoup d'équipes. J'étais surpris, mais vraiment surpris. Beaucoup d'équipes de niveau... je pense qu'il y a 5 équipes qui pourraient jouer en N3 sans problème. Et voilà, donc le niveau est relevé. Et pour un niveau relevé comme ça, il faut être sérieux, il faut beaucoup travailler, il faut faire une prépa de pro, voilà. Ne rien manquer, pas d'absentéisme, être tout le temps là. Et les bons résultats viendront que en agissant comme ça.
Pas de podium finalement, on regarde tout de suite les résultats du groupe. Le champion Thionville-Lusitanoz s'impose face à l'APM Metz 4-1. Victoire également de Forbach face à la réserve d'Épinal 4-0. Une victoire qui permet au club de rejoindre le podium justement. Reiperswiller l'emporte face à Amnéville 4-1 et Sarrebourg s'incline contre Vendeuvre 7-2. On regarde l'état du classement après cette dernière journée. Avec cette défaite, le SFC perd 2 places et termine en milieu de tableau, 6e avec 36 points, 11 victoires, 3 nuls et 12 défaites. Le champion Thionville-Lusitanoz est en tête avec 57 points, suivi de Villerutil avec 42 points, Forbach avec 39 points et Reiperswiller avec 37 points. Reiperswiller qui a gagné 3 places au classement. Et Sarrebourg qui était avant-dernier repasse dernier avec 26 points. En Régional 1, ce sont les 3 derniers qui sont relégués en division inférieure ainsi que le moins bon 11e, toutes poules confondues. Amnéville est donc également menacé et seul le premier du groupe accède à la division supérieure en National 3. Ainsi s'achève cette saison. Pour le SFC statu quo, le maintien en R1 est assuré pour la saison prochaine. Mais qui dit fin de saison dit aussi préparation de la saison suivante. Tout à fait Julia, l'info a été publiée par le club la semaine dernière. Les coachs des équipes seniors du SFC jouent les prolongations pour la saison 2023-2024. Jamel Ferjani est reconduit dans ses fonctions avec l'équipe Fagnon en Régional 1, tout comme le duo de Davy Firmery et Jonathan Gross avec l'équipe B en Régional 3. Confiance et stabilité, à travers ce choix, le SFC envoie un message positif. Et on continue dans le foot, mais cette fois avec Aaron Étain-Schmidwiller en Régional 2. Oui, on le disait tout à l'heure, dernière journée de championnat également pour le club du Beacherland. L'AES jouait son maintien en R2, un match à l'extérieur à Adamsviller face au club d'Avenir qui s'est achevé par un nul 3-3. C'était l'objectif minimum à remplir lors de cette dernière journée, un petit point pour assurer le maintien. Le match a démarré par l'ouverture rapide du score par l'AES 1-0, une ouverture qui a entraîné la réplique directe d'Avenir. À la mi-temps, le score est de 3-1 pour les Alsaciens. Changement de mentalité en seconde période pour les Beacherlanders qui s'offrent une mi-temps à sens unique et inscrivent le but de l'égalisation à la 88e minute. Un but synonyme de maintien, un maintien synonyme de victoire pour le club. Bravo à eux. Ce sera la 5e saison consécutive de l'AES en Régional 2. On regarde tout de suite les résultats de ce groupe F. Victoire de Nouswiller face à Drollingen 3-0. La 2 de Sarre-Union s'incline face à la 2 de Haguenau 3-2. Et victoire de Schweighouse contre Schirheim 3-1. On passe au classement final. Avec ce match nul, Aaron Étain-Schmidwiller reste 8e avec 30 points, 8 victoires, 6 nuls et 8 défaites. En tête du groupe, le champion Oberlotterbach avec 52 points, suivi de la B de Haguenau avec 44 points. Avenir, l'adversaire de l'AES, est 3e avec 35 points. Grâce à sa victoire, Nouswiller gagne une place et termine 4e avec 35 points également. Et la réserve de Sarre-Union perd encore une place et finit 10e avec 27 points. Comme en Régional 1, ce sont les 3 derniers qui descendent, mais aussi les 5 moins bons 9e sur un total de 8 poules. Drusenheim n'est donc pas encore à l'abri et doit attendre le verdict de la Ligue. Et le champion Oberlotterbach évoluera en Régional 1 la saison prochaine. Mais ce qu'on retient, c'est bien sûr le maintien de l'AES en R2. Et ça, c'est bien sûr une très bonne nouvelle pour le club et pour tous les habitants de la région. Alors tout ça, ça concernait les championnats régionaux, mais il y avait aussi la Coupe de Moselle. Oui, souvenez-vous, on en parlait il y a peu de temps, l'AS Montbronn s'est qualifié pour la demi-finale de la compétition. Un match qui s'est tenu mercredi dernier. Les Beacherlanders affrontaient l'US Fontois à l'extérieur et se sont malheureusement inclinés 5-0. Un score sévère que le club local a du mal à accepter. Ça peut se comprendre, le match avait lieu en milieu de semaine et en soirée. Avec près de 2 heures de route, beaucoup de joueurs n'ont pas répondu présent. Montbronn n'a pas pu aligner son équipe type. Je rappelle que le club avait remporté haut la main son match en quart de finale 8-2 face à l'EF Burboulange. L'aventure s'arrête donc ici. La finale aura lieu le dimanche 25 juin à Henry. Elle opposera l'US Fontois à la jeunesse sportive d'Audun-le-Tiche. Alors une défaite en coupe, mais Montbronn a largement de quoi se consoler en championnat. C'est le moins qu'on puisse dire, Julia. Une attaque de feu avec une super défense. Ces mots ne sont pas de moi, mais d'Arnaud Risser, entraîneur-joueur de l'AS Montbronn. S'ils sont très élogieux, c'est qu'ils reflètent quelque part la saison exceptionnelle vécue par les Rouges et Blancs. En effet, ils ont survolé leur championnat en remportant 19 matchs sur 20. Dernier succès en date hier après-midi contre Olvin. Un reportage de Jules Lefébure et Guillaume Dumonteil. Jour de fête à Montbronn où l'équipe de foot locale en maillot rouge et blanc affrontait Olvin en bleu et blanc pour le compte de la dernière journée de championnat. Une rencontre anecdotique mais festive pour Montbronn qui avait à cœur d'offrir une nouvelle victoire à ses supporters. Et ces derniers n'ont pas eu besoin d'attendre longtemps pour lever les bras en l'air. Premier but pour Montbronn à la 21e minute. Les joueurs de Olvin auront plusieurs occasions d'égaliser en fin de première période, mais ils n'y arriveront pas.
Au contraire, au retour des vestiaires, les Rouges et Blancs ajouteront 4 nouveaux buts pour remporter ce match sur un score sans appel, 5-0. Une victoire large, mais difficile compte tenu du contexte. Match dur. Mentalement, c'était dur parce qu'on vient de passer une semaine très compliquée. On a perdu notre premier match la semaine dernière à Nébin. Ça fait une petite tâche sur notre saison qui est assez exceptionnelle. On s'est pris une déculottée à Fontoy mercredi où il n'y avait pas photo. Donc aujourd'hui, il fallait un petit peu relever le niveau. Il fait chaud, les mecs sont fatigués. On a fait énormément de matchs. Sans prétention, j'avais pas de doute sur le fait qu'on allait gagner ce match. Après, le résultat m'importait peu. Pourvu qu'on finisse en beauté chez nous, pour que la fête soit un peu plus belle. Ouais. Meilleure attaque avec 90 buts marqués, meilleure défense avec 19 buts encaissés, l'AS Montbronn a réalisé une saison historique. On ne peut pas gagner 19 matchs sur 20 en ayant de la chance, c'est pas possible. On a eu des fois la chance qui a tourné un peu avec nous sur certains matchs, c'est clair. Mais on l'a survolé parce que tout le monde s'est investi, tout le monde s'est mis dans le projet, tout le monde avait envie de retrouver le niveau Ligue parce que ce club doit retrouver le niveau Ligue, c'est très important. Pour moi déjà parce que je suis compétiteur et parce que le village, le club avait besoin de ça à nouveau. Et cette montée en R3 a été fêtée comme il se doit dès le coup de sifflet final. Bravo coach. La saison n'est pas encore tout à fait terminée pour les joueurs de l'AS Montbronn. Ils peuvent espérer devenir champions de Moselle en affrontant et en battant les champions de D1 des autres poules. Première étape le 18 juin avec les demi-finales. Bravo au club qui monte en Régional 3. De son côté, l'US Olvin prend le chemin inverse et est relégué en D2 la saison prochaine. Et puisqu'on parle de R3, focus sur la poule J qui réunit 3 clubs du territoire, à savoir Bliesbruck, Neunkirch et Surtgötzenbrück-Meisenthal. Pour ce groupe, c'était aussi la dernière journée de championnat ce week-end. Une saison difficile, vous allez le voir avec l'état final du classement. L'USGM est 9e avec 26 points, suivi de l'AS Neunkirch avec 23 points et l'AS Bliesbruck avec 20 points. En tête du groupe, les Alsaciens de Button avec 47 points. Si on regarde les 3 clubs locaux, on voit qu'ils totalisent en moyenne 2 fois plus de défaites que de victoires, ce qui explique leur position au classement. Pas de pitié non plus en Régional 3 puisque ce sont aussi les 3 derniers qui descendent ainsi que les 8 moins bons 9e des 15 poules existantes. Neunkirch et Bliesbruck sont donc relégués au niveau district. Les 2 clubs évolueront en D1 la saison prochaine. Le sort de Surtgötzenbrück-Meisenthal est moins sûr, il dépend des autres groupes. Il faut attendre le verdict de la Ligue. Alors tu l'as dit David, c'était la dernière journée pour beaucoup de championnats et dans notre secteur, certaines équipes locales jouaient leur maintien, mais il y en a d'autres aussi qui jouaient la montée. Effectivement, c'était sans doute le match avec le plus d'enjeux et de tension ce week-end, le derby de 2e division entre l'AS Mouterrouze et l'AS Kalausen, chacune des équipes totalisant 47 points avant la dernière journée. L'équipe qui remportait la victoire s'assurait la montée en D1. Devant près de 250 spectateurs, c'est l'AS Mouterrouze qui ouvre le score à domicile sur coup franc à la 17e minute. Kalausen répliquera avec une égalisation à la demi-heure de jeu, un partout à la mi-temps. Malgré plusieurs occasions, le score restera inchangé en seconde période. Un match nul qui permet à l'AS Kalausen de prendre l'avantage au classement grâce à un meilleur goal average. Point intéressant à noter, les équipes n'auront pas su se départager sur le terrain cette saison puisque le score était identique à l'aller. Bravo aux 2 clubs pour leur parcours. On retrouvera donc l'AS Kalausen en D1 la saison prochaine. Et nous, on quitte le ballon rond pour enfourcher maintenant les vélos. Du cyclisme, effectivement, avec le 22e Grand Prix de la Casque qui s'est tenu hier. Au programme, 4 courses se sont affrontées près de 70 coureurs sur la journée, répartis par âge et par niveau. Les cyclistes devaient tous parcourir la même boucle de 10 km, la différence entre les courses étant le nombre de fois qu'ils devaient le faire. Pour la première fois cette année, une course de niveau élite a été disputée. Retour en images sur la compétition avec Morane Grandcola. Bienvenue à la 22e édition du Grand Prix de la Casque, organisée par le Sprinter Club de Sarreguemines. Dimanche, les coureurs se sont affrontés dans plusieurs courses de niveau départemental et régional. Et pour la première fois dans l'histoire de cette compétition, une course élite s'est tenue dans l'après-midi. Le niveau est relevé. Nous avons des coureurs qui viennent de l'étranger, nous avons des coureurs allemands, des coureurs luxembourgeois, nous avons des coureurs d'autres comités, de Franche-Comté, du Grand Est en fait, qui viennent ferrailler, si j'ose dire, sur nos routes de la communauté d'agglomération. Et avec cette année, une nouveauté, puisque nous allons juger l'arrivée en côte. Alors que les années précédentes, nous la jugions
route de Greffenthal, on a pensé que c'était un peu dangereux puisque des coureurs de ce niveau, lorsqu'ils sont élancés à toute allure pour un sprint, eh bien, atteignent facilement des vitesses de 60 voire 70 km/h et juger une arrivée à cette vitesse-là, c'est un peu compliqué. 14h30, les coureurs s'élancent pour la course élite. Le parcours reste inchangé, mais comme l'a souligné le président du SCS, l'arrivée a été modifiée. Autrefois basée à Sarreguemines, route de Greffenthal, c'est finalement à Blischweien, plus précisément dans la montée de la rue de la Montagne, que la course se terminera. Pour cette compétition, près de 40 coureurs s'affrontent pour le titre de champion de Moselle en Open 1 et Open 2, comme Jules Clément, membre du Sarreguemines Sprinter Club. Donc je me suis préparé il y a 2 semaines parce que j'avais une chute il y a 1 mois environ. Donc on a refait un bloc d'entraînement. Puis 2 grosses semaines, là j'ai un peu de jus, donc normalement je devrais être en forme. On va faire le mieux qu'on peut, mais c'est toujours quand on prend le départ, c'est vouloir gagner. Après, on peut pas toujours, il n'y en a qu'un qui gagne sur tous les participants, mais on se donnera à fond. Malheureusement pour Jules, il terminera 16e au classement. C'est le luxembourgeois Ken Conter qui prend la première place du podium, suivi de l'Alsacien Éloin Marchand et du Troyen Mathis Zenisch-Colmar. Malgré tous les efforts des Sarregueminois, ce ne sera pas assez pour un podium. Le Sprinter Club de Sarreguemines peut tout de même être fier, puisque le coureur Vincent Wagner décroche le titre de champion de Moselle pour la course Open 3 disputée dans la matinée. Ouais, c'est cool, c'est super. À domicile, et voilà, c'était un petit peu l'objectif. Voilà, c'est bien, donc c'est une belle arrivée et puis j'ai réussi à être champion de Moselle, c'est cool. Bravo à tous les compétiteurs, le club repart avec des souvenirs plein la tête et un titre de champion de Moselle. Et on quitte la terre pour les airs avec le parapentiste ilsprichois Yvan Haas. Après avoir participé à la 2e étape de la Coupe du Monde en Espagne, il était de retour au pays pour le championnat de France à Bourg-Saint-Maurice. C'était la semaine dernière. Le jeune sportif de 22 ans a terminé 15e de la compétition. L'instabilité de la météo dans les Alpes a poussé les organisateurs à annuler 2 journées de course. Finalement, ce sont 4 jours de course qui ont eu lieu. La compétition a été remportée par un confrère d'Yvan du Pôle France, Jonathan Marin. Il termine premier devant 122 pilotes français. De son côté, Yvan est retourné en Espagne pour ses études de pilote de ligne. Il reprendra le chemin de la compétition fin août pour la Coupe du Monde dans les Pyrénées. Mais autre championnat de France, c'était ce week-end pour les boxeurs du KBF Sarboxing. 2 victoires sur 2 combattants. Ce week-end, le KBF Sarboxing participait au final du championnat national de kickboxing K1. C'était à Lunéville, une compétition officielle sous la supervision de l'OMKB, l'Organisation mondiale de kickboxing. Lucas Gianni Felker, en junior moins de 57 kg, remporte son combat à l'unanimité des juges en alliant force et technique dans une opposition très engagée. Et Otak Valikan, en classe B semi-pro moins de 77 kg, a également fait parler de la poudre en remportant son combat après la 3e reprise. Ayant fait compter son adversaire lors de la 2e reprise, le coach adverse a finalement décidé de jeter l'éponge avant la fin du combat. Ce sont donc 2 ceintures nationales qui rentrent avec le club à la maison. Bravo au KBF Sarboxing. Et on poursuit cette émission avec d'autres athlètes, les jeunes de l'ASSA. Oui, l'athlétisme était à l'honneur samedi après-midi au stade Pierre de Coubertin de Sarreguemines. Plus d'une centaine de jeunes athlètes des catégories benjamin et minime ont participé au championnat départemental de triathlon. Parmi eux, une trentaine de l'ASSA. Et c'est sous une belle chaleur qu'ils ont dû réaliser leurs 3 épreuves. Retour sur ce rendez-vous sportif avec Thibaut Desmerlet. Top départ pour le championnat départemental en individuel de triathlon. 10 clubs mosellans se sont rassemblés au stade Pierre de Coubertin à Sarreguemines. Une centaine de jeunes de 11 à 15 ans ont participé dans la catégorie minime et benjamin. Avec une trentaine d'athlètes qui ont concouru, le club organisateur de l'ASSA espère quelques qualifications. Objectif, que les athlètes se fassent plaisir, que les athlètes réalisent le meilleur total en vue d'une éventuelle sélection pour la finale régionale pour les benjamins. Et pour les minimes, ce sera une finale nationale, mais bon, on a peu de chances de qualifier quelqu'un. Chacun doit réaliser 3 épreuves. Les benjamins doivent effectuer une course, un saut et un lancer. Les minimes ont la possibilité d'orienter leurs 3 épreuves avec 2 courses, 2 lancers ou 2 sauts. 50 points maximum peuvent être donnés par le jury à chaque épreuve. Théo fait partie de l'ASSA. Il a choisi du javelot, le saut en hauteur et le 100 mètres haies. Il faut être bon dans chaque discipline. Du bras pour les lancers, la vitesse pour les sauts, et souvent il y a longueur, donc ça marche avec, et de l'impulsion.
Aujourd'hui, vu qu'il y avait le vent de face au javelot, j'avais visé les 35 mètres et j'ai réussi à les dépasser, donc ça va, je suis content. À la fin de la journée, Théo est arrivé 3e de sa catégorie. Son camarade de l'ASSA gris Aaron est arrivé 1er. Du côté des meilleurs classés de l'ASSA, chez les Benjamins, il y a Risser Rose à la 11e place et Maëlle Ergot à la 3e place. Et chez les minimes féminins, Roman Rumens s'est retrouvé à la 6e place. La finale du championnat du Grand Est aura lieu le 2 juillet à Obernai pour les Benjamins et la finale du championnat de France pour les minimes sera le 8 et 9 juillet à Toulon. Après l'athlétisme, un peu de gymnastique artistique avec l'Asso-Gym Sarreguemines, ce week-end avait lieu la finale régionale individuelle performance, une compétition destinée aux catégories les plus jeunes. C'était à Épinal. Le club local y a présenté 18 gymnastes, 13 filles et 5 garçons, dans les catégories allant de 7 à 10 ans. En parallèle se tenait la finale régionale par équipe fédérale A, le niveau en dessous de performance. Sarreguemines y a présenté une équipe de 4 gymnastes 10-11 ans. Côté résultat, chez les 7 ans, Denia Benchinoun décroche le titre de vice-championne régionale en remportant la médaille d'argent. Bravo à elle. Pas d'autre podium pour les Sarregueminois à la finale individuelle performance, mais une 4e place pour Charlie Maire. En fédéral A par équipe, l'Asso-Gym Sarreguemines termine également à la 4e place. Ces deux finales étaient la dernière étape de la saison pour ces catégories d'âge. Et les deux disciplines vont souvent de pair dans cette émission. Plus de sport, on enchaîne avec le twirling. Tu as tout à fait raison, le twirling bâton avec la finale de National 1, c'était ce week-end à Saint-Brieuc en Côte d'Armor. Le twirling club de Vousvillers y était représenté par Agathe Brucker. Agathe qui a 18 ans et est passée cette année en catégorie senior. Assez stressée de rejoindre la cour des grands, la twirleuse du club local a tout de même réussi à atteindre cette finale et décrocher la 9e place au niveau national. Le club de Vousvillers est très fier de son parcours. Bravo Agathe. Rendez-vous ce week-end avec d'autres athlètes pour la finale de National 3 à Nantes. Et autre finale ce week-end, celle des championnats départementaux de volleyball. Oui, un match qui marque aussi la fin de saison pour le club de volley de Sarreguemines. Hier, le club local accueillait plusieurs finales au gymnase Jean Jaurès. Celle qui nous intéresse opposait Sarreguemines, champion de Moselle-Est, à Briey, champion de Moselle-Ouest. À ce niveau, on parle d'une compétition mixte de volley loisir, la Compète Libre. Finalement, Sarreguemines s'est imposé à domicile 3-7 à 1. Les Fayenciers décrochent le titre de champion de Moselle. Bravo à eux. Retour rapide sur les deux autres finales. Saralbe a battu l'équipe 2 de Hayange 3-0 et remporte le challenge féminin Alphonse Hoff. Et surprise pour le challenge départemental de la Moselle, l'équipe élite de Mézières-les-Messes, favori de la compétition qui a éliminé Sarreguemines en quart de finale, s'est inclinée face à l'équipe de Yutz-Thionville 3-0. Yutz-Thionville qui évolue en National 3, soit 2 divisions en dessous de Mézières-les-Messes. Et c'est sur ces résultats que s'achève notre actualité sportive, à moins que tu veuilles encore ajouter quelque chose, David. Oui, rapidement, Julia, si tu veux bien. J'aimerais communiquer un événement à venir. On a beaucoup parlé de foot aujourd'hui. Justement, le dimanche 2 juillet, l'association Un Monde sans mucoviscidose organise un tournoi de foot au stade Saint-Vite de Rothe. Joueurs, joueuses licenciés ou footballeurs du dimanche. Le tournoi est ouvert à tous. Les équipes mixtes sont acceptées. 2 groupes seront mis en place, un groupe loisir et un groupe sport. Pour les deux, l'objectif est le même, s'amuser au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Le tournoi démarre à 9h15 et une restauration sera assurée sur place. Les inscriptions sont toujours ouvertes et se font par téléphone au numéro indiqué sur l'affiche. C'est l'occasion de jouer au foot pour une bonne cause. Et le message est passé, mais alors ça y est, tu as invité tout le monde à jouer au foot. C'est ton tour de faire du sport. Tu fais quoi cette semaine? Un type de sport assez particulier, je te l'avoue. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre du Training Club Canin d'Anchambert, une association avec 2 pans d'activité, la formation et l'information auprès des propriétaires de chiens, donc tout ce qui est dressage et éducation, mais aussi l'activité sportive avec l'obéissance et l'IGP. C'est ce qui nous intéresse. Alors qu'est-ce que l'IGP? C'est une pratique qui réunit 3 disciplines, mais je ne vous en dis pas plus, on en parle justement dans l'émission. En ce qui me concerne, j'ai trouvé l'expérience très prenante. C'était impressionnant de voir à quel point les chiens sont bien dressés, ils sont réactifs et répondent bien aux instructions données. Voici le résultat en images. Odyssée, assis, debout, couché, fin roulé-boulé. Allez! Je crois qu'il y a encore du boulot. Et on se retrouve au terrain du Club Canin d'Anchambert avec moi, Christian, le président. Christian, est-ce que tu peux me présenter le club? Donc, le Club Canin existe depuis une trentaine d'années, affilié à la Canine de Lorraine depuis 20 ans et accueilli par la mairie d'Anchambert. Ici, donc, on est sur un terrain communal, c'est ça? Terrain communal, oui. Vous êtes combien au club actuellement? Donc, on est 47 membres au total, avec l'obéissance du dimanche matin, l'éducation du dimanche matin. Ok, alors justement, tu parles d'éducation, il y a plusieurs activités au sein du club, tu peux me les citer? Donc l'éducation du dimanche matin, l'IGP et l'obéissance
l'obéissance. Et justement, tu parles d'IGP, nous ça ne nous parle pas, c'est quoi? L'IGP donc regroupe 3 disciplines, le pistage, la défense et de l'obé. Ok, donc obéissance de nouveau. Obéissance. Il y a beaucoup de jargon, hein, j'ai l'impression quand même. Alors dis-moi, moi j'aimerais découvrir l'activité, qui est-ce qu'il faut que j'aille voir? Donc là, pour découvrir une partie d'IGP, on peut aller voir Edmond. C'est parti, on y va? On y va. Allez. Coché. Salut Edmond. Bonjour. Dis-moi, c'est Benny là qui est avec Benny. toi. Et on vient de voir une démonstration. Dis-moi, ce chien il t'obéit au doigt et à l'œil? Oui, mais tout est appris petit à petit. À la fin du compte, c'est beaucoup de boulot, mais beaucoup de plaisir. Alors explique-moi juste l'exercice qu'on vient de voir, c'était quoi? Là, on a vu les cachettes, on va faire les cachettes. Ça, c'est le début de la défense. Donc là, il devait faire quoi? Il devait aller vérifier qu'il n'y ait personne? Il doit aller vérifier s'il n'y a pas un homme d'attaque caché derrière la cache. Il faut qu'il regarde dedans. Donc tu dis c'est de la défense, donc c'est quelque chose qui fait partie de l'aspect compétition, c'est IGP, c'est ça? IGP, oui, IGP, c'est 3 disciplines. La piste, l'obéissance et la défense. Toi tu es responsable IGP ici au club? Oui, il n'y a pas de responsable, on est une équipe et on travaille ensemble. Dis-moi, pour quelqu'un qui commence comme moi, par quoi on peut entamer? Est-ce qu'on peut faire une des 3 disciplines? On peut faire, vous allez dans un club avec votre chien qui est l'off. Et il y a des personnes qui vont s'occuper de votre entraînement. C'est intéressant ce que tu dis, donc il faut avoir un chien pour faire ça? Il faut avoir le chien. Et l'OF, c'est-à-dire? Le LOF, c'est livre des origines françaises. Donc c'est un chien qui est agréé? Qui est agréé, mais qui n'a pas toutes les races qui ont le droit de faire ça, même s'ils sont LOF. Alors dis-moi, moi j'ai coutume dans cette émission de quand même mettre des choses en pratique. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? C'est le premier, quand vous avez un chiot, le premier truc c'est à faire de jouer avec lui, se faire plaisir. Alors moi, j'ai pas emmené de chien et on n'a pas de chien à Mosaïque Cristal malheureusement. Oui, tu peux travailler avec Benny ou... Moi je peux vous prêter le mien pour faire la défense. C'est gentil, merci. Petite mise en situation, donc là je suis derrière la cachette, c'est moi le malfaiteur. Edmond va donner des instructions et je vais devoir suivre. Je sais pas ce que ça va donner, hein. J'ai un petit peu les chocottes quand même. Yes! Warte, 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 warte. Heureusement que Benny obéit bien. T'as eu peur un petit peu, David? Oui, quand même, oui. J'ai eu les chocottes parce que c'est très impressionnant quand le chien il aboie tout près du visage. À côté! À côté! Super bien dressé, hein. Bon, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts, c'est Edmond qui a fait le travail. Voilà, on vient de rencontrer Benny et Edmond avec une petite démonstration. Maintenant, place à Manon et Oggy qui font aussi de la compétition, mais sur un autre aspect. On va regarder ça tout de suite.
Et on se retrouve avec Manon et Ogi. Manon, toi tu fais de la compétition ici au club. Dis-moi pour toi, qu'est-ce qui est important justement pour faire de la compétition? Alors avant tout, que le chien soit sociable. C'est important parce que bon, on a des exercices qui requièrent que le chien soit un minimum stable, que ce soit dans les positions ou dans ce qu'on lui demande. Et lui, il faut qu'il soit sociable de base, il faut qu'il soit sociable. Et comment ça fonctionne les compétitions? C'est un système de points ou... Alors on part en IGP par exemple, on part sur une base de 300 points. Donc il y a 100 points sur la partie obéissance, 100 points sur la partie défense et 100 points sur la partie pistage. Et on part avec 100 points à chaque étape et le juge décompte les points en fonction des exercices non réalisés ou des fautes du chien. Forcément. Et du conducteur avant tout. Plus on a de points et mieux on est classé, quoi. C'est ça. Alors dis-moi, toi, quand est-ce que tu as commencé ça? Alors moi j'ai commencé la pratique de l'IGP il y a 15 ans. Et avec une chienne qui est assez âgée maintenant, mais berger allemand aussi. Et toi, comment tu as atterri là-dedans? Alors moi j'ai atterri là-dedans il y a 13 ans parce que je voulais avoir un chien et puis on m'a initié un peu à la pratique de l'IGP. De base j'avais peur des chiens et c'est quelque chose qui m'a réconcilié avec les chiens. D'accord, et aujourd'hui qu'est-ce que ça t'apporte de pratiquer ça? Cette discipline, une complicité vraiment très intense avec le chien. C'est quelque chose dont tu as besoin aujourd'hui au quotidien? Oui, c'est une discipline qui est très complète, l'IGP, et pour le chien et pour l'humain. Et oui, on en apprend beaucoup en fait sur l'animal. Merci Manon. Ogi, viens. Ogi, viens. Assis, au pied, assis. Alors Manon m'a prêté gentiment Ogi, on va faire un petit test d'obéissance, on va voir ce que ça donne. Ogi, au pied, au pied, au pied. Au pied, assis, au pied, en avant. Ogi, en avant. En avant. En avant. Bon bah ça n'a pas marché tout de suite, mais au final, on a quand même du résultat. Mais c'est pas moi qui ai dressé le chien évidemment. Et voilà une très belle expérience ce soir avec le Training Club Canin d'Anchambert, un sport qui demande de la patience, de l'écoute et de la complicité bien sûr avec son chien. Si ça vous intéresse, les séances, c'est le dimanche matin ici au terrain du Club Canin. Merci encore de nous avoir suivis et pour le Training Club Canin d'Anchambert, hip hip hip.